Et c'est reparti pour le podcast, la deuxième partie. Donc cette fois, on va évoquer le pay-per-view des Survivor Series. Et on va commencer par le kick-off que pas grand monde a vu. Je crois qu'Ambrosette en a vu que la moitié. Toi, Chaud, tu l'as vu entièrement, hein, c'est ça? Donc Team SmackDown contre Team Raw. Je vais pas évoquer les 20 catcheurs parce qu'il y en avait 20 au total, donc on va éviter, ça va me faire on va perdre 10 minutes sinon et donc non, je veux t'entendre prononcer le nom de chaque équipe. Ouais. Team SmackDown Live, voilà, contre Team Raw, voilà. Oh là 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 là. Ma foi. Non mais on va pas perdre, il y en avait 20 donc Et donc avec une victoire de SmackDown, bon la seule qui ne compte même pas, qui compte pour de faux, mais donc la seule victoire de SmackDown dans ce pay-per-view. Donc qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Shaw, vu que t'étais tout seul à le voir? Le nombre de botches pendant les 5 premières minutes de ce match, c'est... je connais un certain Matthew de Botchamania qui a dû avoir une sacrée érection pendant toute la première partie de ce show. Il va avoir du contenu. Ouais. Money. Enfin bref, une fois que, je vais pas dire les mauvaises équipes parce qu'il y a quelques pas trop mauvaises là-dedans, mais une fois que les équipes moins importantes se sont barrées et qu'on s'est retrouvé avec Rude et Gable, les Revival contre... il restait les New Day et les Usos, je crois, à la fin du côté bleu. Là, ça a commencé à devenir vraiment fun. Je trouve que les Revival ont montré encore une fois qu'ils méritent quand même un peu mieux que ce qui leur arrive pour l'instant à Raw. Mais je trouve que les Usos avaient pas du tout besoin de la victoire, donc tant qu'à battre SmackDown sur toute la ligne pendant le show, autant donner la victoire au Revival parce que eux ils en avaient besoin. Les Usos ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de cette victoire. Ils peuvent se permettre de manger un pin. Surtout que comme tu nous le disais hors podcast, en théorie en plus c'était même Raw qui était censé gagner. Oui, c'était les Revival qui devaient gagner. Ouais. Les pauvres. En fait, ce qui était prévu, c'était que Raw gagne tous les matchs de la soirée, mais les bookers du pré-show ont pas reçu le mémo, apparemment, d'après Tonton Dave. Après, bon, apprendre avec des pincettes, puisque Tonton Dave se plante pas mal également dans ses infos, donc... Dave Meltzer se serait trompé. Et même que des fois, il note mal. Choc. To the system. Et qu'as-tu pensé, toi, de la partie que tu as vue en Broyard? Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, moi, apparemment, je suis arrivée pile poil à la bonne partie, d'après ce que dit Showtime, puisque moi, il y avait les Revival, il y avait Gable et Glorious, Bobby Roode dans le ring, avec le New Day et les Usos. Et non, moi j'ai trouvé ce match bien fun, bien divertissant, rapide. Moi j'ai vu que des belles choses qui m'ont plu. Donc et puis c'était assez, ils y sont pas allés avec le doux de la cuillère. C'était quand même assez puissant. Et mais moi personnellement, la partie que j'ai le plus aimée, c'est quand on a eu le face à face Revival Uso, parce que c'est deux très bonnes équipes et même si on a vu que quelques minutes un affrontement, je trouve c'est super et c'est dommage parce qu'on peut pas voir ça un peu plus souvent vu qu'ils font pas partie du même roster, mais autant avec The Revival j'ai eu du mal quand ils étaient à NXT au départ à les apprécier, et vers la fin qu'ils étaient encore à NXT, je trouve qu'ils font vraiment des super matchs et tout, et que c'est une très très bonne équipe. Et moi, normalement, je suis pas pour des équipes ou un catcheur qui reste au sol, tout ça, mais des fois, je trouve qu'ils portent tellement bien les coups, ils sont tellement puissants, et puis ils arrivent à être rapides, quoi, toute façon aussi. Donc, je trouve que c'est une très très bonne équipe, et j'adore les Usos, je suis très contente qu'ils aient gagné, mais c'est vrai que The Revival, l'équipe de Raw, donc la Team Raw, aurait plus mérité, on avait plus besoin parce que Revival n'est pas utilisé à la hauteur de leur talent dans le main roster, quoi. Et c'est bien dommage.
J'espère que KXL t'écoute, hein, parce que combien de fois elle a essayé de te convaincre en podcast, et puis nous-mêmes on a essayé de te convaincre sur la qualité de cette équipe et que. Non, mais les derniers matchs à NXT, j'avais déjà dit que j'ai trouvé pas mal, quoi. Donc, c'était pas à vous de me convaincre qu'ils sont bien, mais à eux de me convaincre. Chose qu'ils ont, je suis très bien faire. Bon, quoi qu'il en soit, on va éviter les notes hein, pour ce pay-per-view, puisque Vaut mieux. pour ce pay-per-view, mince, pour ce match plutôt. Ah oui, pour le match. Pour le match, ouais. Oui, parce Ouais. que je Je vois me que... suis dit que le 2,5 d'Ambrosia tout à l'heure t'avait tellement choqué qu'on ne pouvait plus faire de notes du tout. Non, si quelqu'un ne doit plus faire de notes, ce serait plutôt Ambrosia. Mais bon, après... Non. Écoute, pour noter Et des matchs tu comme es- ça, 2,5... Tu vas apprendre que j'ai toujours raison. Bon Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, on va passer à la main card avec le premier match qui est le match féminin des Survivor Series, donc avec la Team Raw contre la Team SmackDown, donc avec Bayley, Mickie James, Nia Jax, Sasha Banks et Tamina. Voilà, Nia Jax est accompagnée d'Alexa Bliss, hein, bien évidemment, contre la Team SmackDown composée d'Asuka, Carmella, Mandy Rose, Naomi et Sonya Deville. Et R-Truth, bien évidemment, un accompagnateur. Avec C'est une cool qu'ils n'auraient victoire. pas fait tout un plat pour R-Truth justement. Parce que tu vois, pendant des années, il y a eu des femmes qui manageaient des hommes. Et là, que ce soit un mec qui manage une catcheuse, c'est cool. Et souvent, la WWE serait du style à en faire des montagnes. Genre, regardez comme on est cool maintenant, oubliez notre passé s'il vous plaît, et fermez les yeux 2 fois pendant 3 heures pendant qu'on se fait full thune en Arabie Saoudite. Mais regardez quand on est progressif. Non, j'ai trouvé cool que ça soit fait naturellement. Après, petit aparté. Concernant R-Truth, moi personnellement, comme je regarde, je ne l'ai jamais caché, je ne regarde que les pay-per-view, j'ai même pas regardé le dernier en date, vu comment il avait été flingué à droite et à gauche, je n'ai pas pris la peine de le regarder. Et donc je dois avouer que le nouveau rôle de R-Truth, je l'ai découvert que là, sur le tas. Qu'est-ce que vous pensez de cette gimmick? Est-ce que je suis le seul qui la trouve complètement bidon ou c'est Ah chaud? non, sur ce coup-là, c'est toi, hein, parce que Mhm. elle est quand même plutôt très très bien reçue par le public en général. C'est clair. C'est que, contrairement à avant où ils en mettaient 30 fois trop de couches avec R-Truth, sur certains de ces moments où ils jouaient un peu le mec un peu perdu, là ils y vont beaucoup plus avec parcimonie, c'est beaucoup moins... Tu vois, ils l'étalent moins, c'est en petite dose, et à chaque fois que ça sort un peu de nulle part et c'est juste hilarant. Et ça marche très très bien. Et il est redevenu très très populaire. Ouais. Et Je suis son duo entièrement avec d'accord. Carmella marche plutôt bien aussi, alors que son face turn n'aurait jamais dû marcher, mais il marche. Ah, non mais Carmella, ouais, en soi, son personnage, même accompagné de R-Truth, mais le fait qu'il soit montré comme un débile, de toute façon, ce type, j'ai rarement accroché à ses gimmicks. Il y avait Ah non, l'époque mais du dans- Jimmy et tout ça. Enfin, Il y a eu un épisode de SmackDown où, et ça c'était vraiment très très drôle, où il a fait vraiment le con encore plus que d'habitude, et il a réussi en faisant le con à convaincre le Page de le mettre en main event de SmackDown avec une opportunité de s'y gagner le match, d'avoir une chance pour un des titres. C'était en main event contre le Miz, et je me souviens bien. Et à un moment, en conversation backstage, il y a, je crois que c'est Tyler Breeze qui lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Tu sais même pas ce que tu racontes. Et lui, il dit ah, je sais pas ce que je raconte, mais j'arrive à discuter mon chemin dans le main event du show et pas toi. Et ça a complètement donné tellement de légitimité à son personnage, en même temps qu'être vraiment hilarant. Donc moi, je trouve que ça marche très bien. D'accord, ok, donc il n'y a que moi. Bah, après, bon, c'est vrai que Mais étant si tu- habitué de trucs Si tu comiques à la sautes Shikara 5 ou 6 chapitres, tu t'étonnes pas de pas aimer le 7ème, quoi. Si tu regardes que les pay-per-view, tu Ouais. peux pas trop suivre le développement du perso.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ok, ouais, non, je comprends, mais en soi, j'ai trouvé ça pas marrant, donc, enfin, du coup, excusez-moi d'être adapté à un certain niveau de comédie wrestling et que donc, du coup, bah, voilà. Celui à la WWE, de toute façon, vous savez comment je suis, hein, Brodus à l'époque où il était, bon, bah, j'ai trouvé ça nul et tout le monde kiffait, et voilà. Quand on est habitué à un certain standing. Ah non, t'as dit ce nom, j'ai leur team song en tête maintenant. Non. Et Ça donc, vaut pas la DDT de toute façon. Du coup, qu'as-tu pensé du match en lui-même, sinon, chaud? Bah, en lui-même, il n'y a pas vraiment énormément de matchs. Hein. C'est pas mal, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a juste Nia Jax qui joue très très bien le jeu. Elle a fait une énorme connerie. Je crois qu'elle le sait, mais c'est là autant l'utiliser. C'est comme quand Eddie Edwards s'est fait péter l'œil avec une batte de baseball à la TNA, enfin à Impact, il y a un an. Ils ont utilisé ça pour une story et ça a très très bien marché. Et là, ça serait bête de pas l'utiliser. Parce que la prochaine personne à passer Nia Jax à tabac va recevoir une pop de dingue. Donc autant l'utiliser. Du coup, petite question technique. Avant ça, elle était face, on est d'accord? Enfin, moi, les derniers combats que j'avais vus, elle a tourné il y a 3 semaines avec Tamina. D'accord, elle a tourné avant, d'accord. Non, parce que c'est typiquement ce genre de truc où c'est involontaire, ça peut aussi énormément aider après à tourner derrière, enfin à jouer là-dessus, et puis du coup, hop, tu deviens un heal presque naturel. Ne serait-ce que. Ouais, mais moi, ce que je trouve un peu, un peu stupide, c'est que quand Jax a tourné, elle a tourné justement parce qu'il y a Tamina qui est arrivée et c'est sorti de nulle part en fait. Et c'est ce que j'ai pas compris. Et ça, j'ai trouvé son turn un peu nul. Bon, là maintenant, il s'est passé cet accident et elle va pouvoir en jouer et ça la crédibilise. Mais au départ, moi, je trouve que c'est très très mal fait. Ah oui, c'est nul, mais c'est le Big Show féminin, il y a Jax. Oui. Là, elle a un petit coup du destin. Fait que ça va mieux se passer. D'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer ça avec vous. J'y pense là maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? On va mettre un peu de côté ce match. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux Survivor Series? Enfin, cette nouvelle façon de procéder. Je crois que l'année dernière c'était un peu la même chose. C'était la même chose l'année dernière. C'était la même chose il y a 2 ans aussi. C'est la 3e année. Ou c'est un breaking rights. Enfin, on retrouve un peu ce côté SmackDown versus Raw. En plus des Survivor Series et du coup dans les équipes mettre des feux de côté pour s'unir contre la brande d'à côté. Qu'est-ce que t'en penses, Cho? Est-ce que tu accueilles ça bien ou t'es pas trop moi je kiffe tant qu'il reste relativement logique. Là on s'attendait pas à ce que par exemple Drew et Braun se fassent des gros câlins et ça n'a pas été le cas. Tant qu'il reste un minimum logique dans les feuds, on l'a vu il y a 2 ans aussi avec Ambrose qui, même s'il était dans la même équipe que Styles, l'a passé à tabac avec Reigns et Rollins et l'a foutu au travers une table. Donc tant qu'il y a un minimum de logique derrière, moi je kiffe franchement les séries. Ça fait 3 ans que c'est un pay-per-view que j'aime beaucoup. Même si cette année les matchs étaient un peu moins bons, mais c'était quand même relativement fun. Et ça permet surtout que les brands restent bien séparés pour l'instant, comparé au dernier brand split avant celui-ci, où on voyait quand même un peu les catcheurs d'un show dans l'autre régulièrement. Là, on les voit pas l'un contre l'autre souvent du tout. Donc ouais, moi je kiffe vraiment beaucoup. D'accord, donc t'accueilles ça avec bienveillance, quoi. Mais il y a quand même eu, tu vois, il y a quand même eu après, bon, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais parce que je l'ai vu qu'en résumé. Mais t'as quand même le calinou entre Charlotte et Becky, alors que, bah ma foi, il y a 15 jours ou 3 semaines, elles se foutaient sur la gueule, quoi. Donc. Ouais, mais c'était bien vendu par Becky. C'était genre, je te respecte, je veux que quelqu'un ait cassé la gueule à Ronda, et il y a que toi qui est capable de le faire. Voilà, c'était pas genre vas-y Charlotte t'es la meilleure, c'est
c'est toujours moi, The Man, c'est toujours moi la meilleure et de loin, mais je peux pas y aller pour l'instant, donc vas-y toi. Et toi, du coup, alors Ambrosia, ça te dérange pas non plus que... Ah si, Si. moi, c'est pas que ça me dérange. Mais c'est surtout que je préférais l'ancienne version parce que pour moi, je trouvais ça beaucoup plus légitime d'avoir juste un seul match à la fin, un gros match avec du 5 contre 5 contre l'équipe adverse, avec une seule storyline qui est bien montée, ceci, cela. Et je me rappelle encore de mon premier Survivor série, donc ça devait être en 2014, celui où il y avait Dolph Ziggler qui était ressorti, qui avait fait gagner son équipe, qui était tout seul contre 4 à un moment donné. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact niveau story, ce genre de choses que ce qu'on voit là. Bon, bah allez hop, on se fait un petit tournoi entre Bryant et voilà, c'est trop facile, je trouve. Tandis que là, il y avait toujours une histoire parce qu'il y en avait un qui avait énervé l'autre, un truc comme ça, c'était beaucoup mieux, je trouve. Ouais, avec Enfin, Interbrand, mais avec d'un côté les faces, de l'autre côté les heels, quoi, en gros. Et avec ouais, les voilà. feuilles respectives ou Moi, je préférais l'ancienne version. Mais après, bon, ça me va aussi, mais bon. Voilà, je préférais l'ancienne version. D'accord. Donc, ok, revenons donc au match. Cho, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le match des filles à part Nia Jax Non. qui s'est bien fait huer d'ailleurs. Et toi, Ambrosia? Oui, bien sûr que je vais rajouter des choses. Donc, déjà, j'ai trouvé. J'arrive même pas à savoir si je l'ai trouvé bien ou pas. Ça m'a beaucoup perturbé qu'il y ait autant de changements à la dernière minute, quoi, dans cette équipe. Bien que j'adore Sasha Banks et Bayley, quoi, du coup, donc je les trouve beaucoup plus légitimes que certaines. Donc, mais ça m'a quelque peu surprise, donc ça m'a un petit peu gênée. Et après, par contre, j'ai le choix de Mandy Rose comme le cinquième membre ne m'a étonné qu'à moitié, puisqu'on sait que de toute façon, la WWE veut la mettre plus en avant, veut essayer d'en faire quelque chose, et je trouve qu'elle a quand même été bien mise en avant pendant le match, parce qu'on la voit quand même... Et niveau storyline, c'était la plus logique aussi. Voilà, ouais. Et donc oui, et puis après, moi, ce que j'ai bien aimé, parce que moi, je ne suis pas le catch depuis longtemps, donc du coup, Mickie James, j'en avais toujours entendu parler, mais j'ai jamais vu tout, son règne de championne et tout ça. Moi, je connais pas, je la connais que depuis qu'elle est revenue, et moi, je trouve que c'est une catcheuse, mais alors formidable in ring, et moi, je la trouve phénoménale, elle est super. Et là, on a eu quand même l'occasion de la voir à l'œuvre et c'était super beau. Moi, je trouve ça dommage qu'on la voit pas un peu plus dans le ring faire ce qu'elle sait faire, quoi. Et j'ai trouvé ça très bien, quoi, de la voir un petit peu. Donc après le match, bon, après voilà, c'était moyen, quoi, c'était correct, mais bon, c'était pas folichon non plus, quoi. Si Voilà. t'as l'occasion, n'hésite pas à te replonger dans la période Les de triches James. Mickey. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le classique Mickie James contre Trish Stratus à l'époque. Pour moi, ses meilleurs matchs, c'est contre Tara et Awesome Kong à la TNA. Mais t'as la tienne? Oui. Ouais, elle a James, pendant été quelques 3 ou années. 4 fois championne de Elle la a trouvé TNA. son bonhomme là-bas aussi. Ouais, son mari, c'est Nick Aldis qui était Magnus à la TNA. Et actuel champion NWA. Voilà, si je me celui trompe qui a pas. affronté Cody Rhodes D'accord. Ouais. Je vois qui c'est, ouais. Ouais. à All In. Oui, non, mais je vois qui c'est. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois après un show TNA à Londres. Très très cool. Voilà, c'était le moment où je me vante un peu. Des exploits. Et donc voilà, donc n'hésite pas à te pencher sur la carrière de Mickie James,
et notamment contre Trish Stratus parce que ça vaut vraiment le coup. On va passer aux notes. Alors du coup, je vais commencer par les membres pour changer. Donc KXL il a mis un 3 écarts sur 5, Clown 2 3 quarts, Black Bolt 3, Freddy 2,5. Bah toi Chou, je te laisse donner ta note. Hein. Ouais, j'ai donné 3. Yep. Moi 2,5. Tiens, je m'en rappelle plus. Et toi Ambrosia, bah, je sais pas puisque ce n'est pas marqué. Donc 3. ok, donc 3. Ensuite, on va passer au match des titres secondaires de la WWE, donc des championnats. T'as oublié de donner la moyenne, OS? Écoute, ça fait ça fait 2-3 quarts, on va dire à peu près, puisqu'il y a des 3 écarts, il y a des 3, il y a des 2,5 comme moi, donc 2-3 quarts pour Clown, donc ça doit faire 2-3 quarts à mon avis la moyenne. Et donc, on va revenir ensuite au champion intercontinental contre l'US champion. Donc, Rollins contre Nakamura. Avec une victoire, encore une fois, donc de Seth Rollins, de l'ancien membre du Shield. Avec pas d'intervention de Ambrose. J'avais lu qu'il y en a qui avaient espéré, mais il aurait pu intervenir, mais bon, il n'est pas intervenu. Qu'as-tu pensé du match de Ambrosia? J'ai trouvé que c'était un match technique, un peu trop au sol en début de match pour que je sois 100% emballé, mais c'était quand même plutôt bon. Je dis un grand merci à Rollins pour les tempêtes suicidas qui ont apporté un petit peu de rythme et de fun au match. Et puis j'ai trouvé que la deuxième partie était un peu plus rythmée et un peu plus intéressante pour mes goûts. Et ce qui donne au final, moi je trouve quand même un bon match parce que Nakamura quand même en face il est bon, hein, on va pas se leurrer. Et puis c'était aussi un match, c'est qu'on a eu quand même du suspense entre les différentes tombées quoi. Non moi j'ai bien aimé ce match. Ouais, voilà. C'était un des meilleurs de ces survivants. Et toi, Chaud? Ouais, j'ai trouvé ça un peu prévisible. C'était dans la façon dont le match a été construit. Déjà, si Seth il passe les 2 semaines avant le show à dire qu'il en a rien à foutre du match, c'est pas très facile de s'y intéresser, honnêtement. Puis, ouais, c'est 2 très bons catcheurs, mais il n'y a pas énormément d'histoire. Ils échangent leurs prises et leurs signatures habituelles. Ils ont tous les deux des trucs très très moches. Seth, son t-shirt à 2 côtés comme ça, c'est très très moche. Et Nakamura en Power Rangers, n'en parlons pas. Mais ouais, le match, franchement, dans un an, on aura tous oublié ce qui s'est passé dans ce match, à part les horribles vêtements qu'il portait. Ah oui, aussi. Dans 15 jours, même, hein, dans un an, même dans 15 jours. Hein. J'ai trouvé aussi que Rollins, il est niveau imitation. Nakamura, il est pas aussi doué que Nakamura pour faire les grimaces. J'ai trouvé que c'était une pâle copie. Je vais pas revenir dessus pendant 15 ans, mais il y a quand même un sacré problème Nakamura, je pense, à la WWE. On parle de lui notamment l'année prochaine pour retourner au Japon, parce qu'apparemment la NJP voudrait essayer de recruter du lourd. Enfin, peut-être que potentiellement il est aussi en fin de contrat à la WWE. Et je pense qu'un retour au Japon, ça lui ferait pas de mal, parce que moi en tout cas il m'inspire rien Nakamura à la WWE. Il a fait qu'un vrai bon match pour moi pour l'instant, c'était contre Zayn à la NXT. J'ai pas le souvenir de gros matchs comme ça qui met autant. Le Money in the Bank l'année passée, il était très très bon, mais je me rappelle plus, mais ouais, il m'a pas, je sais pas, il est pas, je sais pas. Il y avait le problème notamment qu'on évoquait souvent avec Azeris où il choisissait un peu ses matchs et puis il était un peu quelconque. Il est un peu en mode pré-retraite, hein. Il se la joue, il prend son temps, c'est à l'aise, il est bien payé,
il prend moins de coups qu'à la New Japan. Donc pour lui, c'est un peu les joyeuses colonies de vacances. Enfin, On voilà, peut pas lui quoi. en vouloir en même temps. Bah si justement, enfin il vient avec un nom, il vient avec enfin je sais pas, c'est le strict minimum comme on le disait en fait à chaque fois à l'époque, t'as l'impression qu'avec lui c'est toujours le strict minimum, et c'est ça pour tous ces matchs, donc il y a même pas de peut-être sorti un bon match dans l'année, je crois que j'avais dit du bien de lui, il me semble, je sais plus quand. Après, il y a eu ces histoires de low blow et compagnie où ça devenait presque d'un ridicule. Bon, après, c'est un avis personnel, hein, bien évidemment, mais. Enfin, voilà. Et donc, ben, pour les notes, donc, notre ami KXL a mis 3,5. Clown, 2 3 quarts. Je rajoute aussi son truc que c'était décevant Rollins contre Nakamura et c'est d'un mou. C'est un petit truc de clown. C'est d'un Moura. Black Bolt, l'ami Black Bolt, il a mis 3 écarts. Freddy, il a mis 3. Je te laisse donner ta note, hein, chaud. 3 et un quart. Yep. Et moi, j'ai mis 3. Et toi, Ambrosia, du coup 3 un quart. Donc ensuite vient le match des tag teams, des champions tag team des deux côtés. Donc d'un côté c'était les Author of Pain contre The Bar, donc Cesaro et Sheamus, et les Author of Pain étaient accompagnés de Rockstar Spud. Donc bah tiens qu'est-ce que tu en as pensé, Showtime? Et je voulais l'évoquer pendant le podcast, du coup. Est-ce que Rockstar Spud, est-ce que quand on le voit, Paul Ellering ne manque pas un peu à ses Author of Pain? À mon avis, il va se faire dégager relativement rapidement par les AOP. Mais Spud, ça va pas lui faire de mal à son caractère parce que c'est quand même vraiment typiquement le genre de truc qu'il a fait pendant toute sa carrière. Et on s'imagine bien la tête de Vince Hilar en backstage. Alors on sait que c'est son gros kiff, ce genre d'humour. Mais d'un autre côté, c'est à peu près la seule chose qu'on retiendra de ce match. Hein. C'était vraiment un gros meh. Aussitôt vu, aussitôt oublié. C'est clair. Le pire, c'est qu'après ça, t'as du mal à imaginer une suite dans la carrière de Rockstar Spud en tant que catcheur à la WWE, quoi. Le mec il se fait soulever par la Big Show, il se fait pipi dessus, enfin paye ta crédibilité derrière. Après bon, Natalia elle a bien fait des proutes pendant quelques mois et puis bon derrière elle a réussi à... On oublie vite à la WWE. Hein. C'est vrai. Et puis Rockstar Spud c'est comme le mec qui a perdu un match contre Maxel Hardy, donc c'est... On est... Le ridicule ne tue pas. Je me rappelle. Il avait gagné un bootcamp, un truc... comment ça s'appelait cette émission? British Bootcamp. Ouais, c'est ça, de la TNA. Ah, mais il a fait du très très bon aussi. Hein. Son Hair versus Hair contre Ethan Carter était absolument fantastique. Je crois que Tata Dave lui a même donné un 4,5 ou un 4 3 quarts. Ce qui était le meilleur match de l'année à la TNA. Enfin, c'était déjà devenu Impact à ce moment-là? Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, ça partait comme feud un peu comique au départ, et puis c'est devenu très très sérieux et très très bon. Donc il sait gérer son personnage. Je m'inquiète beaucoup plus pour AOP que pour Rockstar Spud, honnêtement. Tu veux rajouter quelque chose sur ce match ou pas, Chaud? Non, pas spécialement. Je t'avais lancé surtout sur Rockstar. Enfin, Drake Maverick. Et toi, Ambrosia, alors du coup, qu'as-tu pensé de ce match? Est-ce que Paul Ellering Petite pensée à Raquel, hein, bien évidemment, comme à chaque fois qu'on évoque son papa, on pense à la fille, hein, Raquel. Ah, juste encore, les masques des AOP étaient quand même vraiment vraiment cool, par contre. Voilà, c'est tout.
je peux pas rebondir dessus, je me rappelle plus en fait, mais des masques. Pourtant, j'ai regardé le pay-per-view cet après-midi. Mais... Et toi, alors, du coup, Rosa? Moi, j'ai trouvé le match brutal, ennuyeux. Bref, niveau in-ring, pour moi, circuler, y a rien à voir. Et quant à Rockstar Stup, j'ai trouvé ça... Stop, ouais. Spud. Spud, excusez-moi. J'ai trouvé ça... Moi, je trouve pas ça super marrant. Je suis désolée, j'ai trouvé ça même ridicule et... Ah, c'est pas marrant du tout, hein. Sauf pour Vince. Oui, voilà. Et, je comprends même pas. Enfin, voilà, je comprends pas où ils veulent en venir parce que normalement, il est censé apporter quelque chose de plus au AOP et pour l'instant, je vois toujours rien venir. Et je trouve ça un peu stupide. Et moi, je vais être méchante, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il fait réellement à la WWE. Parce qu'à la base, c'est quand même un catcheur. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il est tout le temps manager de Samsung Live, manager des AOP voilà, quoi. Je comprends pas. Surtout que c'est mal fait. Donc, du coup, non. Moi, je préférais, je sais pas le nom de l'ancien. Paul Ellering. Voilà, je préférais Paul Ellering qui avait. Le frérot chauve, sinon tu peux dire aussi. Mon frérot chauve. Je connais pas. Je sais pas à quelle référence tu. J'ai dit mon frérot chauve. Il est chauve comme moi, donc c'est mon frérot chauve. Ouais, mais tous les gens qui sont chauves, c'est mes frérots, donc. Ah bon? Il y a du monde alors. Famille nombreuse, dis-moi. Ouais, non, je le trouvais quand même beaucoup plus charismatique que Rockstar, quoi, du coup. Enfin, voilà. Il n'y a rien de bon à dire, donc je préfère m'arrêter là. Et puis voilà, quoi. Ok, et tu veux donner ton avis sur l'avenir des AOP ou moi, je pense qu'ils auront quand même un avenir, puisque de toute façon, je pense que la WWE veut les mettre en avant, donc ça va se faire, qu'on le veuille ou non. Peut-être une feud contre les Revival ou quelque chose comme ça aurait peut-être pu ça serait chouette. Relancer les deux équipes. Après, je sais plus pas si de quel côté ils sont les Revival en ce moment, face ou heel, mais je crois qu'ils sont heel. Ouais, ils ont pas été face au main roster une seule fois, je crois. Non. Ouais. D'accord, compliqué. Mais bon, vu les bons matchs que ça avait donné à la NXT. Oui, mais c'est NXT. Donc tu peux pas avoir le même genre de match. Comparer. Non, mais c'est ce que j'arrête pas de dire de toute façon, qu'on peut pas comparer. Ouais. Avoir un gros show tous les 3 mois et avoir plusieurs shows par semaine, puis c'est quand même une grosse différence. différence. Qui est pas du tout pareil non plus. C'est surtout ça, oui. C'est pas le même produit. Donc, tu donnes aux gens du main roster autant de temps pour préparer leur match que pour un NXT Takeover. C'est d'autres résultats aussi, à mon avis. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Je dis que c'est pas le même produit. Je ne critique pas du tout les catcheurs. Alors là, certainement pas. C'est juste que c'est la direction qui fait pas ce qu'il faut pour leur permettre de faire ce qu'ils savent faire. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est justement, ils ont pas le temps pour. Parce que à t'écouter, en fait, il faudrait que la WWE, les dirigeants de la WWE, limite fassent 1 ou 2 house shows par semaine et préparent les pay-per-view. Non, parce que moi je le vois pas comme vous. Moi je trouve que ils leur laissent pas suffisamment. Moi je pense qu'ils leur laissent pas la carte blanche justement. Ils ont pas carte blanche à NXT, hein. En tout cas, beaucoup plus que... ça m'étonnerait énormément. Ils sont beaucoup plus suivis et ils préparent le match beaucoup plus en avance. Ouais, il y a beaucoup plus de travail sur les matchs. Ah oui, ça, je crois pas que Triple H il dit à Dream et Ciampa allez-y les gars, vous avez 20 minutes, amusez-vous. Le match, ça fait des semaines qu'ils savent exactement ce qui va arriver et les 3 quarts des gros spots.
Là où par exemple, parce qu'en fait on dit souvent pas avoir carte blanche, mais en fait il y a quasiment que sur la scène indé. D'ailleurs dans les reportages de Joey Ryan, il a montré pas mal de trucs comme ça sur sa chaîne YouTube. Où par exemple tu le voyais à la PWG, c'était le cas où les lutteurs avaient quasi carte blanche parce qu'en fait on leur disait à peu près le temps qu'ils avaient pour faire leur match. Tu regardes de toute façon un show là-bas, ça dure jamais le même temps parce qu'en gros ça doit durer 15 ou 20 minutes et après tu les vois à l'entraînement et tout ça, mais travailler eux-mêmes, alors après tu vois, alors par exemple tu vois, et comme The Wrestler, le film The Wrestler avec Mickey Rourke, c'est exactement pareil. Tu les vois travailler les mouvements, alors je vais te projeter comme ça, après je vais te projeter comme ça. Là ils ont carte blanche, mais parce que au bout du compte, c'est presque eux-mêmes qui bouclent leur match. Et c'est comme ça sur la scène indé, quasi partout, à part peut-être à la Ring of Honor et quelques fédés comme ça. Mais généralement c'est les lutteurs qui vont booker, donc je te projette comme ça. C'est pour ça qu'il y a tellement des grosses différences de niveau entre les différents matchs, même de plusieurs très bons catcheurs sur une même carte en indé, et que c'est beaucoup plus homogène dans les grosses fédés. C'est ça. Et mais c'est là où tu peux vraiment avoir carte blanche. À partir du moment où tu es dans des grosses fédés, que ce soit la NJUP ou à la WWE ou à NXT, les matchs sont révisés, révisés, retravaillés, retravaillés. Alors peut-être que carte blanche, tu veux dire, il y a peut-être un peu moins de censure au niveau des prises. Par exemple, Ricochet, par exemple à NXT, il te fait par exemple son 630 ou des trucs comme ça, qu'il ne fera si jamais il venait par miracle à aller dans le main roster, on sait jamais. Peut-être à peut-être à 205. Par miracle, non, j'espère pas, parce que pour qu'il devienne fade, c'est pas la peine. Pour les cruiserweight, mais sinon, hormis ça, il aura pas carte blanche, il sera limité dans ses prises et tout, et ce qui est logique, puisque bon. Oui, puisqu'ils ont les shows, il faut qu'ils soient plus en forme, c'est logique. Ouais. Mais c'est aussi logique parce que il aura des matchs pratiquement toutes les semaines, et que voir un 630 toutes les semaines, ça perd de son effet. Alors que là, NXT, il a quoi, un gros match tous les 2 mois? Oui, même aussi pour la santé, par exemple. Oui, c'est pour la santé. Moi, je parlais par rapport à la santé. Ce qui était interdit, qui est toujours plus ou moins interdit, c'est vraiment très rare qu'il va sortir son Phoenix Splash, par exemple. Quoique, je crois qu'il le sent un peu plus ces temps-ci, mais pendant très très longtemps, on l'a empêché de le faire, justement, par rapport à. Parce que t'as pas envie que ton catcheur se blesse, et même si pendant 4 ans il l'a fait sur la scène indé, là ils sont sous la surveillance entre parenthèses de la WWE, et la WWE ne veut prendre aucun risque. Aucun risque. Il y a un certain prix, tu les foires, on l'a déjà vu, une ou deux fois, notamment il y avait eu un tombstone, un pile driver de je sais plus qui avait été mal exécuté à la WWE il y a quelques années, qui avait été catastrophique pour le catcheur mais pas par Undertaker, je sais plus qui c'est qui l'avait fait, mais enfin bon, c'est éviter les prises très très risquées, parce que voilà, derrière enfin voilà, du coup on va revenir au match, et du coup je sais même plus, on a tellement dévié, je sais même plus à quel match on était. Ouais, The Bar, Ah oui, c'est vrai. Donc on va passer aux notes. Donc KXL a mis 2 étoiles, Clown 1, 1 étoile, en rajoutant les Black Pipi, c'est non pis c'est tout. Avec Baka pas noté, Black Bolt il a mis 2, Freddy il a mis 2, Chaud, je te laisse donner ta note. J'ai mis 2,5 parce que je suis gentil. T'as été sympa. Moi j'ai mis 2 écarts, ouais, donc on reste à peu près sur le même truc. Et toi, Ambrosia? Moi j'ai mis 2. Ok, ouais, donc en gros 2. Tout le monde a mis 2, hormis moi 2 écarts, et toi chaud 2,5. Donc en gros 2 quoi. 2, 5 ou un truc comme ça. Donc on va continuer avec cette fois le Cruiserweight title qui était remis en jeu. Avec Mustafa Ali contre Buddy Murphy. On commence par le sympa ou par le... Parce que je sens que chaud, à mon avis, tu rigolais, je pense que tu vas le cartonner le match. Donc on va commencer par Ambrosia, qui en plus est une grande fan de Mustafa Ali. Donc on va commencer par ça. Bon, moi c'était mon match préféré donc de ces Survivor Series. Donc j'ai trouvé qu'en début de match, le match il était violent, que Mustafa il prend bien cher, et que Murphy, moi je trouve qu'il vend bien ses coups aussi.
ce que j'ai trouvé un petit peu dommage comparé quand ils ont fait, quand il y avait Murphy et Alexander, le match était beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense que là, beaucoup plus rapide. Et là, j'ai trouvé que Murphy ralentissait un peu le match. Et j'ai trouvé ça bien dommage parce que on sait qu'il est capable d'être rapide. C'est quelqu'un qui est bon parce qu'il vend les coups vraiment puissants et puis après il est capable aussi d'être rapide. Donc oui. Et voilà. Et j'ai trouvé aussi j'ai trouvé assez impressionnant comment justement Buddy Murphy renvoie Mustafa violemment dans les airs, quoi. C'était waouh. Et j'ai vraiment souffert tout le long du match, moi, pour ce pauvre Ali qui s'en est pris plein la tête, et puis vu son gabarit comparé à Buddy Murphy, quand même, on peut le comprendre. Mais dans la globalité, j'ai trouvé que c'était un match très bon avec de très belles choses, vraiment technique, rapide. Un Ali qui est toujours même s'il a pris cher, il se relève plus ou moins, c'est qui nous montre toujours de belles choses parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi c'est le meilleur catcheur de 205 Live. Et comme ils disent, les commentateurs français, ils ont dit qu'il appelle the art of 205 Live, donc le cœur de 205 Live. Et je trouve que ce surnom lui va bien. Et après, j'étais quand même plus que déçue que Ali n'ait toujours pas remporté son titre, parce que il le mérite largement, bien que Buddy Murphy soit totalement crédible avec une ceinture. Voilà, très très bon match. À toi mon petit show. Et puis tout le monde sait que t'es un grand fan des cruiserweight. Quand ça voltige dans tous les sens, tu adores. Non, sans être sarcastique, j'ai toujours adoré la X-Division. Donc c'est pas les cruiserweights en général que j'aime pas. C'est ce qu'ils en font à la WWE que j'aime pas. Les deux meilleurs cruiserweights du show étaient sans aucun doute dans le match juste avant celui-ci. C'est dommage. Parce que Drake Maverick et Enzo Amore qui étaient en train de faire le con dans le public, c'est quand même... 2 secondes de Enzo à l'écran, c'était quand même plus intéressant que 12 minutes de Murphy et Mustafa Ali. Et de loin. Mais il n'y a rien, il n'y a juste rien. Ils font les mêmes flips que tous les autres. On dirait juste une version un peu plus petite et un peu moins charismatique que tous les autres catcheurs de roster. Des sauts à l'extérieur, ils font les mêmes que tout le monde. Les suicide dives, si on a 8 par show, ça vaut plus rien. Il y a le Spanish Fly qui est cool, et c'est à peu près tout. Buddy Murphy est très cool, mais... Voilà ce que j'allais dire, je serais presque d'accord avec toi, si ce n'est que j'aime bien ce petit Buddy Murphy quand même, il me plaît bien. Et je mais il n'y a personne avec qui jouer, quoi, parce que Mustafa Ali, c'est un bon catcheur, mais c'est un trou noir de charisme. Et c'est pareil pour Cedric Alexander qui est encore pire, et pour 90% de 205 Live. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour intéresser les gens. D'ailleurs, c'est le silence total pendant les 3 quarts de leur match. Oui. Et à la fin, ils ont crisé, ils s'y sont quand même, donc ça veut dire qu'ils sont quand même réveillés, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu un Spanish Fly depuis une table d'annonceurs. Et que le public, la WWE, il est entraîné. C'est pavlovien. Il voit 3 sauts d'affilée. Ouf. Easy awesome. Mais donnez-leur des putains de stipulations, donnez-leur une histoire, donnez-leur quoi que ce soit d'intéressant. Parce que là, tu reprends la X-Division de 2008, mais avec tout le respect que j'ai pour Buddy Murphy et Mustafa Ali, c'est pas Samoa Joe ni AJ Styles. Et c'est quand même vite, Peter quoi, au Williams, final. Sonjay Dutt. Chris Sabin, Alex Shelley, c'était quand même... Ils étaient tous tellement meilleurs. Et là, c'est quand même... La route... Voilà. Si donnez-leur quelque chose de rigolo. Drew Gulak, il a été très rigolo et très intéressant pendant un moment. Il a été super hot, il aurait dû gagner le titre juste après son heel turn. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. C'est le vide intersidéral, cette division. Buddy Murphy et rien d'autre. Buddy Murphy contre Drew Gulak, ouais, Ouais, je signe. Ça peut être intéressant.
Mais ouais, là, j'étais plus occupé pendant le match à regarder les vidéos filmées par le public de ce que Enzo avait fait comme connerie dans le match d'avant, parce que c'était plus intéressant. Même si Enzo est un gros con. Mm. Voilà, c'était Monsieur Bonne Humeur. Non, mais c'est bien, deux avis divergents et puis moi je me situe plutôt entre vous deux. Le match il était plutôt sympa. Après c'est vrai que comme tu le dis, il y a beaucoup de formatage cruiserweight WWE. Ça non mais ça c'est vrai que c'est quelque chose de. Mais le pire, c'est que c'est même pas beaucoup des trucs qu'ils font, même s'ils sont très cool, c'est des trucs que d'autres personnes font. Mm. Leur saut dans les coins, même leur suicide dive, on en a vu plusieurs avant avec Rollins par exemple. On en a vu avec Biggie qui fait des suicide dives tout le temps, et un suicide dive de Biggie qui fait 300 livres, c'est quand même plus impressionnant que les 50 kilos de Mustafa Ali. Et même après, avec Finn Balor, dans le match suivant, on en voit plein des sauts dans tous les sens. Alors, il y Juste avait le qui sont Spanish, plus intéressants. le Spanish, le Spanish Fly est vraiment cool. Ouais. Mais Charlotte en fait régulièrement et ils sont plus cool. Donc c'est pas un move qui leur est unique non plus. Qui commence à faire des trucs qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, ça sera intéressant. Un peu d'originalité. Voilà. Ok. Bon bah voilà, comme ça on a eu l'opposé des versions. Et puis voilà, c'est aussi ça le catch, c'est des gens qui apprécient un certain style. Et puis en plus, comme tu l'as dit, Shaw, t'es pas contre le cruiserweight, donc au contraire. Mais bon, c'est vrai que on va passer aux notes alors du coup. Donc KXL il a mis 4. Après le petit clown il a mis 3,5. Black Bolt 3,5. Freddy 3,5. Et toi Shaw, je te laisse donner ta note. Moi j'ai mis 3. Voilà. Et moi 3,4. Tiens. Ah, je me rappelais plus. C'est tout à l'heure en plus. Non, c'est vrai que sur le coup, non mais c'est vrai sur le coup, et puis c'est Buddy Murphy, j'aime beaucoup son style, son qui est pas justement qui est un peu aux antipodes des cruiserweight, et j'aime. En plus, il a une histoire et un caractère, donc c'est cool. Mais c'est surtout pour Buddy Murphy, parce que après bon, j'aime bien Mustafa Ali, mais c'est vrai que c'est le figurant sympa quoi. Et toi t'as mis quoi alors du coup en Bretien? 4. Ok, bah donc ça nous fait à peu près une moyenne 3,5 quoi, puisque tout le monde a mis 3,5. Après il y a eu toi qui a sous-noté, puis Ambrosia qui a surnoté, donc du coup ça a été non mais par rapport aux notes globales, je veux dire, surnoté, sous-noté, je veux dire par rapport aux notes globales en fait. Donc ça s'équilibre. Donc ça fait à peu près 3,5 de moyenne. Ensuite vient le match des Survivor Series masculins cette fois, donc Team Raw contre Team SmackDown, avec donc d'un côté Bobby Lashley, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Finn Balor, contre Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe, Shane McMahon et The Miz. Qu'est-ce que t'en as pensé, Shaw, de ce match? Et puis on parle aussi en même temps du cas Shane McMahon. Je sais pas ce que t'en penses de cette surexposition depuis quelques semaines, qui divise quand même les fans. Non, mais j'ai justement pendant ce match-ci, j'ai eu l'impression que il le poussait au maximum justement pour que ça soit drôle, et il s'en rendait tout à fait compte. J'ai adoré le petit jeu entre le Miz et McMahon avec Shane qui était trempé, qui en pouvait plus, qui tenait pas debout, et le Miz qui voulait juste le faire sauter encore et encore et encore. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. J'ai trouvé ça vraiment très 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 drôle. Donc Shane, sa mise en avant m'énerve régulièrement, mais sur ce match-ci, j'ai trouvé que c'était pas trop mal amené. Et quand il s'est retrouvé tout seul sans le Miz, il s'est fait aplatir immédiatement. Donc c'est pas comme s'il avait volé la vedette à qui que ce soit. Non, sur ce match-ci, c'était relativement cool. Le gros bémol, c'est l'élimination immédiate de Joe par Drew. Mais on sait qu'il revient de blessure, qu'il est toujours pas en top forme, donc autant le protéger.
Et donc le booking général du match, t'as plutôt plu sinon avec toutes les interactions, toutes les petites histoires, notamment Drew McIntyre et Braun. Ah ouais, Drew est vraiment cool pour l'instant. J'ai bien aimé en général, c'était assez fluide. Et comme tu le disais tout à l'heure, que parfois pour les SmackDown contre Raw, on oublie un peu les petites rivalités, c'était pas du tout le cas ici. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. C'est resté logique, c'est resté intéressant. Ouais. Et Puis là même plus que rivalité, je sais pas trop si Drew McIntyre et Braun sont en rivalité, mais t'as aussi une histoire de le mal dominant qui va être le mal qui va éliminer tout le monde et tout ça entre les deux. T'as plein de Ouais, ben c'est une rivalité qui cuit, qui mijote. Et qui, à mon avis, va être pour le titre une fois que Brock l'aura rendu. ce qui est pas avant quelques mois voire quelques années. Le Rumble. Pas avant 2019. Ouais. Oh, moi je miserais sur ce que Samoan annonce depuis longtemps, à Brock Lesnar contre The Rock à WrestleMania pour le titre. WrestleMania. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup. Je sais pas, mais on verra. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose chaud sur le match? Non, pas spécialement. C'était 24 minutes qui sont passées relativement vite parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Donc, on s'est pas beaucoup ennuyé. Moi, je me suis bien amusé. C'était fun. Et Rey Mysterio, quelque chose à dire sur son... Bon, c'est pas son premier match depuis son retour, mais je veux dire, non, là, il... Bah, il est beaucoup plus fit qu'à son départ. Je me souviens qu'on était beaucoup à vouloir qu'il puisse enfin prendre sa retraite la dernière fois qu'il était à la WWE parce qu'il faisait pitié, honnêtement, à la fin. Mais là, non, il est en forme, il semble s'amuser. C'est typiquement le genre de personnage, il peut se prendre des centaines de pins, il perdra pas de son aura. Ça sera toujours le petit underdog, donc lui, ça lui fait pas de mal de perdre, surtout quand c'est contre des garçons comme Drew ou Braun. Ça fait pas du tout de problème, non. Il était là, il a fait ce qu'il fallait. C'était cool. Il hésiterait pas à se coucher pour pêcher un petit jeune et tout. Ouais, ça n'a jamais été son style de fermer la porte aux gamins. Et toi, Ambrosia, comment as-tu trouvé ce match? Moi, j'ai trouvé ce match divertissant, grâce à la bagarre générale, puis tous les mini scénarios, je dirais, dans le match. J'ai beaucoup aimé aussi justement la connexion The Miz et Shane. Les mimiques de Shane sont quand même géniales. Après, moi j'ai bien aimé, on a vu un petit peu que Dolphy a été un petit peu mis en avant et il nous a encore montré qu'il est super bon dans le ring et qu'il méritait sa coupe. Donc les spots de Shane, même si on sait que ça va arriver, si on en voit chaque année, ça fait toujours plaisir de les voir. Après moi aussi justement j'ai noté que j'ai trouvé Mysterio en forme et que même si je le savais déjà avant qu'il revienne à la WWE qu'il était en forme, parce que quand on regarde un peu l'indie, voilà, on connaissait son niveau, donc ça fait quand même super plaisir. Et puis pour les fans de la WWE qui le redécouvrent, je trouve ça cool. Et aussi j'ai noté que tout le long du match, j'ai trouvé que tout le monde avait été mis, à un moment donné du match, tout le monde avait été mis en avant, à un moment donné plus ou moins, mais c'était vraiment bien fait. Et puis, Si ce n'est Samoa Joe quand même. Et puis j'ai trouvé, moi, dans l'affrontement Ziggler, Mysterio, et ensuite avec Jeff, j'ai trouvé ça magnifique. C'était du pur bonheur pour moi. Et voilà, après j'ai aussi souligné, parce que d'après les rumeurs, The Miz devrait tourner face. Et j'ai trouvé que durant ce match, sauf à la fin, il se comporte plus ou moins comme un vrai capitaine, puisque il est toujours en train de dire allez, à Shane, on y va, il faut y aller. Enfin voilà, de montrer. J'ai trouvé que même par rapport aux autres, il montrait l'exemple, même des fois, parce qu'il n'avait pas peur d'y aller de temps en temps quand même. Et donc
la question que je me pose, c'est est-ce que progressivement, il tournerait pas un petit peu face? Ouais, j'ai l'impression qu'il testait un peu les os pour voir comment le public réagirait. Moi, j'avais plus l'impression, je voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais plutôt The Miz Comme le Fayot. qui voulait plutôt détruire indirectement Shane McMahon. Ah, Comme s'il lui en voulait. J'ai pas ressenti T'as ça l'esprit comme quand ça. même. Et qui lui disait allez vas-y bam, et tu vois que l'autre il est en morceaux, vas-y saute encore parce qu'il est en train de le détruire mais indirectement quoi, en lui disant vas-y saute toujours, parce que dans ces cas-là tu vois qu'il est en charpie, le chêne tu lui dis pas de sauter, si t'as... Il s'est quand même jeté devant lui pour le protéger à un moment aussi. Ouais. Donc, Et il a sauvé pas mal de pins. Ouais, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais c'est intéressant comme point de vue. Et c'est pas comme ça que ça a été vendu par les commentateurs non plus. C'est pas quand les commentateurs français l'ont dit, mais en anglais c'était... Non, ils sont pas forcément pareils, mais c'est juste une réflexion que je me dis, mais pourquoi et plus il faisait de coast to coast, plus il partait en lambeaux, et vas-y continue à sauter, le corps tu voyais bien que l'autre il tenait volontairement plus debout. En plus j'ai trouvé que Chen avait par moments c'était quand même un peu surjoué, mais c'était quand même bien scellé dans grosso modo. Donc je sais pas, Dolph Ziggler le voit bien que il tient plus debout que... Ouais, mais à SmackDown d'hier sont trop spoilés, ils ont quand même continué un peu dans cette direction niveau face pour le Miz. D'accord. Mais toi, tu as dit que c'était ton match préféré de la soirée, donc... Ouais. Vas-y, OS. Oui, mais c'est ce que vous disiez par rapport tout le storytelling. C'est comme je le disais hors podcast, c'est un peu comme la Battle Royale de cette année avec les hommes où il n'y avait pas beaucoup de gros Le Royal Rumble, tu veux dire? De ouf, mais du storytelling. Voilà, beaucoup de storytelling, beaucoup de choses qui se passent entre les lutteurs, celui qui a la plus grosse entre Braun Strowman et Drew McIntyre, où ils arrêtent pas de se faire des tags comme ça dans le dos pour récupérer qui est le plus fort, et puis avec Shane aussi, et puis The Miz qui était assez sympathique. Donc beaucoup de petites storytelling qui peut un peu peut-être pas forcément casser le rythme, mais raconter autre chose. Et puis ouais, donc j'ai été super bien diverti, beaucoup plus que par exemple quand l'autre qui fait pipi ou des trucs comme ça quoi. Ouais. Et ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être super technique pour juste s'amuser quoi. Ouais. C'est pas un grand match technique, mais c'est super divertissant. Et pour moi, c'est ça le but des séries. Et bien écrit. Bien écrit, je veux dire en termes de storytelling, avec une logique où les feux sont respectés, même si en soi il n'y a pas énormément de feux. Ils ont pas foutu deux mecs en pleine rivalité ensemble. Enfin, je crois pas. Ouais. Mais quand on compare par exemple à l'année passée, où techniquement le match était bien meilleur, mais il n'y avait aucune logique dans la construction et dans l'histoire racontée, et on a tous un bien meilleur souvenir cette année que l'année d'avant. Et comme quoi les histoires c'est important. New Japan, pardon. Mais ouais, c'est pour ça que pour moi le 5 contre 5 il y a 2 ans du côté des hommes reste le meilleur match que j'ai vu aux séries, parce qu'il avait les deux, le technique et la story. Mais cette année c'était quand même très très cool, c'est bien amusé. Après, pour en revenir quand même, même si bon, on va pas critiquer ce format, je dois dire que j'ai énormément de souvenirs il y a quelques années, les Survivor Series où c'était pas Raw contre SmackDown, mais c'était Heel contre Face, notamment avec une fois où Triple H et Jeff Hardy étaient restés jusqu'à la fin et avaient éliminé presque les 5 à eux deux, par exemple. Ça devait être en 2010. C'était pas un peu plus tôt ça? Possiblement plus tôt, je sais plus, mais j'ai des souvenirs comme ça très très marqués où là tu mettais ceux qui étaient en rivalité et en face, et donc du coup ça donnait un intérêt ouais, mais j'ai toujours trouvé que c'était encore plus forcé tu vois, c'est pas parce que t'es heel que t'es censé aimer tous les autres heels. Ouais, oui, c'est clair. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre.
Mais là, pour le coup, t'es obligé d'aimer, enfin, entre parenthèses, des mecs qui sont face, quoi. Quand tu vois, Ouais, par mais exemple, ils se sont tapés dessus quand même. pour en revenir, par exemple, au match des femmes, où à un moment donné, t'as Alexa Bliss et Nia Jax qui se font un câlinou. Ouais, mais ça a été expliqué dans les derniers Raw. Ah, d'accord. Elles s'entendent de nouveau bien depuis le heel turn de Nia. Ah, voilà. C'était aussi simple que ça, merde. Ils ont été en Ouais. rivalité, mais il y en a une qui fait un tour, et voilà, elles sont Voilà. recopines. On oublie le passé. Magie. Ouais. On s'est foutu sur la gueule, mais on est redevenus des copines. Et ça doit être un peu chiant pour, petite parenthèse, pour les catcheurs quand ils s'entendent tellement bien qui voyagent ensemble tout le temps, qui prennent les chambres d'hôtel ensemble tout le temps, et puis du jour au lendemain, on leur dit bah, maintenant vous allez vous détester, donc vous pouvez plus être vus ensemble pendant 1 an. Oh putain, c'est ça. C'est quand même un peu le cauchemar, non? Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, ça doit faire d'autres amitiés aussi, puisque du coup, ils doivent Ouais. habiter avec d'autres personnes, et donc, du coup. Puis ils doivent tous plus ou moins s'entendre quand même. Ouais, mais bon, on a toujours des affinités avec certaines personnes et pas d'autres. Enfin bref. Bon, enfin bon. Quoi qu'il en soit, donc les notes de tout le monde. Donc KXL a mis 1. Oh la vache 2, Hein 2 3 quarts. Wow. J'ai Clown. cru que t'avais dit 1. Hein Je croyais que t'avais dit ça 1. vaille plus juste pour le traitement des jeux. D'accord, ok. Ouais, mais non, mais les gars, faut noter. 3,5 pour Black Bolt. Freddy, il a mis 3. Toi, Chaud, je te laisse donner ta note. J'ai mis 3 quarts. Non, t'as mis 3,5. Ouais, mais j'ai changé depuis. D'accord. Ah ouais, mais j'ai pas rafraîchi la page, moi, ok. Et moi, j'ai mis 4 écarts, voilà. Bon, bah, peut-être un peu surnoté, mais bon, je me suis tellement bien amusé, j'ai tellement passé du bon temps devant, et puis j'ai vu. Bah, après, c'est vrai qu'il était pas si long que ça, en fait. Je suis en train de regarder 25 minutes, enfin 24. Ouais, mais on est tellement négatif souvent. Pour une fois, on s'amuse bien, autant y aller, quoi. Voilà, bah, c'est ce que j'ai fait, hein, 4 écarts. C'était Voilà. mon match préféré de la soirée, de toute façon. Donc, voilà. Pour moi, c'est même, j'ai passé un meilleur moment que devant l'autre match d'après qui était Alors, quand même on est quand même d'accord que les 3 derniers sont probablement les plus forts de la soirée. En gros. Non, moi le main event, je l'ai massacré, voilà, après bon. Ah, on en parlera tout à l'heure. Après, est-ce que c'est parce que j'étais pas à 100% dedans et que, comme je vous disais, j'étais en train de me raser le crâne en même temps, donc, parce que je me suis dit, je pourrais pas après, parce qu'il y a le podcast, faut que je mange et tout ça, machin, il y a le podcast, donc je fais ça pendant. Est-ce que c'est parce que j'étais occupé dans ma salle de bain et que je faisais des allers-retours pour regarder le match que, du coup, c'est possible. Ah, ça aide pas. Ça aide probablement pas. Je raconte, hashtag je raconte ma life. Enfin, et donc quoi qu'il en soit, bah du coup ça fait une moyenne de, bah c'est pas si ouf que ça. Et oh. Ah oui, t'as note, Oui. pardon. Mais comme tu l'as pas noté sur le forum, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois. Mais normalement, logiquement, on devrait d'abord attendre que le podcast soit fait et après mettre les notes sur le forum. Parce que sinon, ça fait pas de suspense. C'est pas grave. Donc, 3 quarts. 3 quarts, ok. Donc ça nous fait à peu près une moyenne de 3 écarts, quoi, en gros. 3 écarts, ouais. Ouais, 3 écarts. Parce qu'il y a beaucoup de 3, il y a la tienne 3 quarts, moi la mienne 4, donc ça doit faire à peu près 3 écarts comme moyenne. Ce qui n'est pas beaucoup, mon grand regret. Ouais, c'est un peu strict, mais bon. Et donc maintenant, on va passer au match des championnes contre pas championnes. Puisque Charlotte représentait la branche bleue, Becky Lynch n'étant pas en état de combattre suite au coup de poing de Nia Jax. Et donc elle était représentée par Charlotte Flair qui n'a pas pu faire grand chose contre Ronda Rousey. Et donc victoire de Ronda Rousey pour la branche rouge. Et donc qu'en as-tu pensé, Ambrosia, de ce combat? Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match, intense. Les femmes ont tout donné. J'ai trouvé que Ronda nous montre qu'elle est capable de tenir un long match et que à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, c'est une véritable catcheuse. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est bravo les filles parce que c'était vraiment, je sais même pas comment qualifier ça, quoi.
impressionnant. C'était vraiment un show. Le match était un show à lui tout seul, quoi. Et j'ai trouvé Charlotte extrêmement impressionnante pendant et surtout après le match. Donc peut-être un turn de Charlotte, je sais pas, à voir à SmackDown. Et non, vraiment chapeau bas les filles, vraiment. Après, j'ai beaucoup également aimé le match. Je suis d'accord avec toi. Et puis Ronda Rousey vraiment est impressionnante ces derniers mois. Et en termes de progression, c'est quand même énorme ce qu'elle fait. Mais après, pour mettre 2-3 X, si on regarde bien, si on analyse bien son match, elle a pas énormément de prise. Elle met beaucoup d'intensité. Il y a énormément d'intensité dans ce match. Les deux catcheuses me donnent beaucoup d'intensité. Charlotte Flair a un gros panel de prises. Tu vois que Ronda Rousey est quand même vachement limitée. Je pense qu'elle rajoute au moins dans son panel une ou deux souplexes. Il y en a une qui est faite là, mais c'est pas une souplex. Mais je suis pas trop d'accord sur ce match-ci avec toi, parce que si tu regardes le match de Charlotte, elle fait pratiquement pas de prise non plus, parce que c'est vite passé d'un match à un véritable combat. C'était pas propre et clean comme un match de catch habituel. Non, mais après, on sait que Charlotte, si tu veux, elle a un panel de prise assez élargi en termes généraux, contrairement à Ronda Rousey qui, tu sens qu'elle est limitée, que ce soit dans ce match ou dans les autres matchs. Mais je trouve pas que sur ce match-ci, ça lui est nuit du tout. Moi, il y a 2 ou 3 prises qu'elle a refait 3-4 fois. Enfin, j'aurais préféré, par exemple, à un moment donné, peut-être qu'elle place une suplex ou un truc comme ça. Elle devrait peut-être. Après, je demande pas. De toute façon, le match était super bon pour moi. Il n'y a pas de. Mais qu'elle essaye dans les mois qui viennent, je sais pas, de se rajouter une ou deux prises un peu qui pourraient la marquer comme une Tiger Suplex ou je sais pas, un truc un peu comme ça, un peu original pour une fille. Et puis qu'elle élargisse un tout petit peu d'une ou deux prises en plus. Mais c'est la seule critique qui en soi n'est même pas une critique, quoi, parce que c'est quand même, ça reste un super bon match. Mais tu avais terminé en Brésil ou pas? Oui. D'accord. Et toi, Cho, alors, qu'as-tu pensé du match et puis de l'après-match aussi, du coup? Ouais, je suis d'accord avec toi. Krause, c'est probablement un des meilleurs Rookie of the Year qu'on ait eu. Franchement, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a plus quelqu'un qui est rentré là-dedans et pour qui ça a cliqué directement. Bon, il y a eu D'Angelo Williams à Bound for Glory il y a 2 ans, mais il a fait qu'un match malheureusement. Mais elle le montre à chaque fois que c'est quand même très très fort. Et là, en plus, en changeant d'adversaire à quelques jours du match, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même... bon, on se doute que Charlotte a un peu préféré le match que Becky aurait fait, en ajoutant ses petits twists à elle plutôt que ceux de Becky, mais ça doit être un peu près similaire. Mais c'est quand même vraiment bien joué d'arriver à s'adapter comme ça. Et le post-match, nom de Dieu, il y a pas eu souvent dans la division féminine des beatdowns comme ça à la WWE. Hein. Rousey, elle en a pris pour son grade et elle l'a très 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 bien scellé. Ouais. Et les marques qu'elle a sur le corps tout après, c'est dommage qu'elle ait eu sur les 2-3 dernières semaines à Raw, elle a commencé à sortir des promos vraiment complètement connes, genre en disant à Becky Lynch ouais, de toute façon, ta génération, c'est que des jeunes millennials qui comprennent rien. Vous croyez que vous méritez tout, et on oublie que Ronda Rousey est plus jeune que Becky Lynch. Elle a 2 jours de moins, donc elles ont littéralement le même âge. Donc c'est vraiment le texte écrit par un vieux mec qui comprend rien pour le donner à Rousey. Et ça n'a probablement pas aidé dans le fait que Rousey s'est fait huer tellement après le match. Je crois pas que c'était le but qu'elle se fasse huer après un beatdown pareil. Mais Becky est tellement over que par association, Charlotte l'a été. Mais ça reste un match vraiment très très cool et à mon avis, on va en reparler souvent. Ah, et puis c'est quand même l'année comme tu le disais, l'année de Ronda est quand même incroyable. Que ce soit dans son investissement, parce que je me rappelle quand on commençait à parler d'elle à WrestleMania, je crois qu'elle a commencé à WrestleMania si je dis pas de Ouais, c'était son premier match. Son premier match, ouais.
On émettait des doutes. Est-ce qu'elle sera là souvent? Est-ce qu'elle vient pas là en part-timer? Au final, c'est absolument pas une part-timer, mais alors peut-être Ouais, elle est là à tous les rôles et à peut-être la qu'il y a moitié des quelque house shows. un peu moins que les autres catcheurs, mais elle a fait des house shows, elle est présente en house show, elle est là, Et elle elle est, s'investit à fond, elle est elle a capable déménagé à côté du Performance Center pour s'entraîner plus souvent. elle est quand même maintenant, c'est même pas choquant de l'imaginer en pay-per-view de même presque d'un WrestleMania alors que ça fait que 6 mois, un peu plus de 6 mois qu'elle a commencé le catch quoi. Donc si maintenant on dit le main event de Mania, ça serait un triple threat entre Charlotte, Becky et Ronda, il y a personne qui va dire ah non, ça ne mérite pas. Ah si, moi je connais une personne qui dit un non. Ouais. Papy 8. Il y a des gens qui se trompent. Papy 8. Je suis pas sûr du tout parce que. Tu penses que Papy 8 serait capable? Il paraît qu'il est très 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 chaud. Hein. Moi je te dis en dessous du main event, pas le main event. Ça, le main event. Surtout avec Roman Reigns qui est plus là. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, je fais partie de ceux qui pensent que ce sera Brock Lesnar contre The Rock ou un truc comme ça. Ben, on verra dans 5 mois. On verra, mais ouais, j'ai du mal à imaginer. De toute façon, je doute qu'il y ait tant qu'il y aura Vince aux commandes, je doute qu'il y ait un jour un WrestleMania avec un main event avec un main event féminin. Tu oublies qu'au-delà du sexisme et du racisme de Vince McMahon, il y a une chose qui le définit plus qu'autre chose, c'est son amour pour le fric. Et que s'il voit une possibilité de se faire du cash, il va pas hésiter une seule seconde. Et on l'a déjà vu par le passé, hein. Il a jamais eu trop honte de s'affilier avec quoi que ce soit tant que ça faisait du fric. Bah, il continue, t'inquiète. Hein. Ouais, mais ça va dans tous les sens. Hein. Enfin bref. En gros, ça ne choquerait aucun fan d'avoir ces trois-là en main event de Mania. Et si elle l'était maintenant en main event de Mania, il n'y aurait personne pour dire « Oh là là, c'est la WWE qui veut montrer qu'elle est progressive ». Ça n'a rien à voir, c'est juste probablement les trois personnes les plus over de toute la fédération. Oui. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, donc sacrée performance de Ronda qui continue à s'imposer et donc je pense que là, les dernières personnes qui sûrement avaient encore des doutes sur Ronda, je pense que vont plus être. Elle a quand même sorti un bon match de Nia Jax il y a quelques mois et ça faut le faire. Oui, puis en plus, depuis ses débuts, ses matchs sont quasiment tous bons. Même son premier match à WrestleMania, de mémoire, il était fantastique celui-là. On en avait dit des bonnes choses. Ouais. Et donc du coup, on va passer aux notes. Et est-ce que vous voulez revenir sur la fin, alors du coup, sur le beatdown de... On en a déjà un peu parlé, mais c'était vraiment vraiment cool. Avec un très très gros selling et t'avais mal pour elle parce que et après tu vois aussi la façon dont elle se protégeait et tout ça, et puis la façon dont elle a marqué parce que j'ai pas le souvenir que après c'était un big down, c'est vrai, assez violent avec les kendo sticks et compagnie, et donc c'est vrai que mais elle était vachement marquée. J'ai pas le souvenir que des catcheurs marquaient autant en fait. Tu vois que son corps n'est pas habitué au. Mais c'est surtout parce que d'habitude, quand il y a des beatdowns comme ça, les catcheurs ils se prennent tout sur le dos. Et là, Rousey, elle y allait à fond. Au lieu d'avoir le réflexe naturel qui est de se protéger tout et de tout taper sur le dos, elle se tournait dans tous les sens pour essayer d'aller mettre des coups à Charlotte en ouvrant ses côtes, en ouvrant sa tête. Elle a reçu des coups sur tout le corps. Et les endroits qui étaient le plus marqués, genre ses côtes, etc., c'est des endroits qui normalement ne sont pas atteints par ce genre de coups. Avec un beau ceiling, je le répète encore, mais bon, c'est parce que j'ai vraiment trouvé que c'était bien. Mais à un moment, ça doit faire tellement mal que ça facilite le selling. Ouais, c'est clair, oui, il y a des fois, c'est pas que semblant, et puis c'est vrai qu'en plus en MMA, tu te prends pas ce genre de fouet, parce que ça doit faire super mal des kendo sticks, donc... Ouais, Charlotte, il est pas allé de main morte. Hein. C'est limite un fouet après quand le truc il se sépare là au bout. Limite une sorte de martinet quoi. Aïe. T'as vraiment envie de, je sais pas, j'ai envie de voir un TLC triple threat entre les trois.
un truc comme ça en main event de Mania. En sous-main event plutôt, mais bon. On en reparlera. Donc on va passer aux notes. Alors KXL est parti sur un 4, Clown 4 écarts. Baka il l'a pas noté. Black Bolt 4. Baka. Freddy 4. Toi chaud, je te laisse donner ta note. 4,5. Moi 4. Et toi Ambrosia 3 quarts. Ouais, donc en gros ça fait 4 de moyenne, 4 écarts quoi entre les deux. Et enfin pour terminer le main event entre les deux champions, donc le récent champion côté SmackDown Daniel Bryan depuis quelques jours contre Brock Lesnar, lui ça fait déjà quelques semaines, avec une victoire pas surprise du tout de Brock Lesnar. Qu'en as-tu pensé, chaud, de ce match? C'est à peu près le même match que l'année passée contre Styles, en un peu moins bon, mais ça reste vraiment chouette. La partie beatdown a été beaucoup plus longue que l'année passée au départ, donc à un moment je me suis vraiment dit, ils vont vraiment juste faire un squash au final. Et puis le retour de Bryan était quand même vraiment bien amorcé. On savait que Lesnar allait pas taper et que Lesnar allait pas perdre, mais ça n'empêche pas le match d'avoir été vraiment vraiment fun. Et Bryan ressort vachement grandi de cette défaite. Et c'est pas comme s'il avait mangé un F5 et resté KO 10 minutes. Il a pris 2 F5 et il s'est relevé relativement rapidement après le tombé. Non, les deux en sortent grandis. C'est un très très bon match. Et vivement la suite pour Bryan en heel, en espérant que son règne soit aille jusqu'à une feud avec le Miz à Mania, ou que Styles reprenne son dû rapidement, parce que j'aime beaucoup Bryan, mais Styles est quand même meilleur dans tous les compartiments. Et toi, Ambrosia? Moi j'ai trouvé qu'il y avait eu un bon début de match avec un Bryan qui fait le malin et qui nous vend bien aussi son personnage de heel. Après, quand Lesnar a commencé à enchaîner les souplesses, voilà, je me suis dit c'est mort pour la patrie, voilà. Et puis j'ai eu peur pour Bryan parce que voilà, tu te dis, il se prend un mauvais coup à la nuque, voilà, tu sais, il retourne direct à la retraite, quoi. Donc moi, j'avoue que j'ai pas du tout apprécié cette partie du match et pour moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ce match-là contre Lesnar, parce que pour moi, c'était trop dangereux pour le. Mais c'était le rêve de Bryan. C'est Bryan qui voulait absolument affronter Lesnar. Ouais, à un moment donné, il se prend une souplesse. J'ai vu que Bryan, il relevait la tête. Je dis c'est bon, il passe à se protéger, tu sais, mais. Non mais après, il faut que tu dises aussi, il faut que tu partes du postulat que si les médecins à la WWE ont donné leur accord pour qu'il remonte sur un ring, ils vont prendre aucun risque. Donc, ouais, non, c'est sûr et certain. Parce qu'il se dit depuis longtemps que Bryan aurait dû remonter sur un ring depuis quelques années, depuis qu'ils ont tout fait pour l'empêcher, pour le machin, pour prendre absolument aucun risque. Et c'est limite par la force des choses qu'ils l'ont laissé retourner sur un ring. Donc, ils vont prendre aucun risque, c'est les médecins de la WWE. Alors des fois il y a des procès à la con pour des catcheurs qui soi-disant étaient blessés et que la WWE s'en fout et les laisse combattre. Mais en vrai, tu sais bien que la WWE fait vachement attention à ce genre de trucs. Il faut vraiment. Et Bryan kiffait en plus. Hein. Bryan, il a kiffé ce match. Et il faut vraiment que le catcheur soit insistant. Généralement, si la WWE laisse des catcheurs blessés lutter, c'est que c'est plus une pression des catcheurs de continuer plus que la WWE qui voudrait prendre des risques volontairement. J'ai même osé lire sur un forum que la WWE avait fait exprès de booker ce match pour punir Bryan, pour espérer qu'il se blesse parce qu'il n'avait pas voulu aller en Arabie Saoudite. Tu vois, tu lis des conneries mais pas possible, quoi. C'est vrai qu'on punit souvent des gens en leur donnant le titre le plus prestigieux de toute la fédération. C'est un mec qui avait répondu, non, il aurait et pas le été main champion, event, un Big Four.
et l'envoyer au charbon contre. C'est débile de penser qu'on le book pour qu'il soit blessé contre Lesnar, quoi. Enfin, c'est débile de penser un truc comme ça. Non, c'est moi qui l'ai mis sur le forum. Et c'est pas, j'ai dit, c'était pas pour être blessé, mais c'est pour le punir tout simplement. Et voilà. Enfin, moi, franchement, je vois pas en quoi le raisonnement est débile, parce que connaissant le père Vince, tu m'as empêché de gagner encore un peu plus de sous. Bon, mais voilà, tu sais, Connaissant le père Vince, avoir quelqu'un qui ose lui dire non, je vais pas faire ça, il adore ça. Quelqu'un qui a les couilles pour lui dire non, c'est rare. Et donner le titre le plus important de la Fédé et un main event d'un des Big Four, c'est pas une punition. Bah, tu sais, le titre, il aurait très bien pu le donner, il aurait très bien pu leur donner, et puis après, la semaine d'après, le faire reprendre par Style, tu sais, voilà. J'avais déjà entendu ce genre d'histoire en plus chaud. Genre, c'était arrivé il y a quelques années, je crois que c'était Stone Cold ou un truc comme ça, et Vince lui avait dit, écoute, ce serait bien que tu sois booké comme ça et tout, machin, avec cette gimmick-là, et le mec il lui avait dit non mais moi j'en veux pas de cette gimmick et tout, je vais passer pour un gros blaireau et tout, enfin oui je sais pas quoi, c'était un truc à la con, et quelques mois plus tard le mec il avait été mais super bien booké et tout, il avait été champion et tout machin, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire où Tipeee s'oppose à Vince et puis après Stone Cold il faisait beaucoup de promos à l'époque où les Raw étaient encore pre-tapés. Et les promos, les gens dans le public les adoraient, les gens à l'arrière les adoraient, mais elles étaient recoupées une fois qu'elles étaient présentées à la télé, parce que pour gagner un peu de temps. Et c'est lui qui allait dans le bureau de Vince en disant, si t'enlèves ce que je dis, mon charisme, ce que je dis, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de matchs, tu me donnes pas beaucoup de temps, si tu m'enlèves en plus mes promos, ça marchera pas. Et après ça, il a eu beaucoup plus de temps de parole. Et on sait ce que c'est devenu, parce que Stone Cold, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin bref, petite parenthèse historique. Voilà, donc tu as tort, Ambroise. de penser ça, je veux dire. Ben voilà, apparemment, voilà, ça s'est bien passé, il n'est pas blessé, Brian, moi c'est tout ce que je demandais en même temps. Donc après, je finis quand même, parce que je parlais du match, donc je vais finir là-dessus. D'habitude, je suis contre les coups dans les parties, mais là je dis oui parce que ça lui a permis de se sauver la vie et puis de reprendre un souffle tout court dans le match et de faire des choses, de belles choses et de entre guillemets sauver un petit peu ce match et de faire qu'il soit un peu plus fun. Merci Brian. Voilà. Et toi mon cher Chou, alors qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ah je t'ai déjà demandé je crois. Oui, c'est moi qui ai commencé. Oui c'est vrai. Et ça fait tard pour notre très très vieille hôte. Tu m'étonnes. C'est même pas une question de... Ouais, c'est parce que bon, ça fait plus de 2 heures qu'on enregistre les podcasts et donc du coup, ouais. En fait, ton pouvoir était dans tes cheveux. Et en les rasant. Du coup, quoi qu'il en soit, moi, comme je le disais, bon, j'étais un peu sévère avec ce match, mais c'est surtout parce que j'ai regardé la première partie, quand j'ai vu que c'était presque du squash, du coup, j'ai commencé, comme je le disais, je raconte ma vie, mais à me couper les cheveux, tout ça, machin, et puis, du coup, j'ai fait pas mal d'allers-retours et tout, j'ai vu qu'il y avait eu un changement, mais bon, le squash était un peu trop long pour moi, et puis je l'ai vu après par coupure, le match, donc bon, c'est vrai que on va pas prendre ma note en considération, même, hein. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Ouais. Et j'admets quand je note mal, hein, moi. Parce qu'un 2,5 entre Ciampa contre Dream, c'est pas possible. C'est pas possible. Il pardonne pas. On n'oublie pas. On va passer aux notes, alors du coup... Donc KXL a mis 4 écarts. Clown 3 3 quarts, Black Bolt 3 3 quarts, Freddy 3 3 quarts, Chaud.
J'avais mis 4. Moi-même, 2-3 quarts, mais bon, on n'est pas obligé. Tu te rends compte que c'est quand même un peu loin de la moyenne. Oui, mais c'est mon ressenti aussi. Ouais. Il y a bien des gens qui notent 2,5 le match entre Dream et Ziampan en ne s'étant pas coupé les cheveux, en n'ayant pas fait des allers-retours à la salle de bain, donc bon. On te taquine. Et toi, Je sais, ouais. alors ta note, Ambrosia? 2,5. Tu vois? Ah, j'ai mis la moyenne. Bon, bah ça va, ça me rassure. Du coup, je l'ai pas si mal noté que ça, alors. Je sais pas Bah, le pire. d'habitude, les matchs avec les snars, moi, c'est plutôt entre Bon, 6 et ça fait 8, quand quoi. même, Donc, ça fait quand même, on va dire, 3,5 de moyenne à peu près, 3 écarts, 3,5, 3,5, 3,5 à peu près de moyenne. Je voulais terminer par quelque chose avant de clôturer ce podcast. Chaud, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette idée de faire gagner tous les matchs d'Euro, tous les matchs à Raw en fait? Ça dépend de ce qu'ils en font après. Franchement. J'ai pas envie de spoiler SmackDown parce que je sais pas si vous l'avez bien vu, mais je sais qu'OS les regarde pas. Je sais pas si Ambrosia les regarde encore. moi, je les regarde, mais vendredi en version française, parce que pour comprendre, c'est mieux pour moi. Ok, donc je vais pas spoiler, mais ouais, donc avec une storyline comme ça, faut toujours voir où ça va aller. D'accord. Mais même Et, si l'idée au départ me plaît pas beaucoup. Donc. Ah d'accord, voilà, c'est ce que j'allais dire justement par rapport à ce que tu as vu de SmackDown sans spoiler, du coup, ouais, c'est pas ouf quoi. Non, non, non. Et ça, Brian Alvarez en est allé d'un sacré coup de gueule sur Twitter ce matin. C'était assez rigolo. Et j'ai entendu parler aussi d'une promo qui avait fait un peu polémique de Stéphanie Haro, enfin, où elle faisait référence à... Je crois que c'était le terme démembré ou un truc comme ça, et bon... Mais c'est typiquement le genre de truc où je veux bien croire que ceux qui ont écrit ça sont tellement cons qu'ils n'ont pas fait gaffe. Plutôt, tu vois, c'est trop poussé et marrant au second degré que pour l'avoir fait exprès de la part de la WWE. Alors, ceux qui écrivent les choses sont pas assez malins pour ce genre de truc. Mais ouais, en gros, Braun Strowman a dit qu'il veut pouvoir faire tout ce qu'il veut à Baron Corbin maintenant qu'il a tenu sa partie du deal avec McMahon. Et elle a dit oui, je vois avec les avocats ce qu'on peut faire. On est d'accord pour beaucoup de tes idées, mais pour tout ce qui est démembrement, j'ai du mal à leur vendre. Ce qui, à en mon référence avis, aux journalistes... Ouais, à mon avis, c'est plus une tentative de faire une blague plutôt qu'une référence aux journalistes. Ce qui est très mauvais goût, c'est Dean Ambrose qui dit que dans sa feud avec Seth Rollins, il dit que Roman Reigns devra en répondre au bon Dieu de ce qu'il lui a fait. Ouais, ça c'est beaucoup plus de mauvais goût. Parce que ça c'est écrit et c'est fait exprès. Ouais, mais comme je l'ai pas vu, je peux pas savoir exactement pourquoi il dit ça, mais... Tu vas pas regarder, Ro? Ben non, c'est aujourd'hui. Ah d'accord. Ah, désolé. Bah, en gros, résumé très rapide, Ambrose parle un peu de pourquoi il a fait tout ce qu'il fait. Et un des trucs qu'il dit, c'est que tous ceux qui lui ont fait du tort vont devoir payer. Et que tout le tort que le Shield a fait aux gens, eux vont devoir payer. Donc Ambrose a payé. Que Roman Reigns va devoir en répondre au bon Dieu et que Seth Rollins va pas en répondre. C'est du bon goût, dis donc. Ouais. Enfin bon, on se souvient que que la WWE avait utilisé. Je crois que c'est Orton qui avait dit à Mysterio, j'espère que Eddie brûle en enfer ou un truc comme ça, juste après sa mort. Donc bon, ils en sont pas à leur coup d'essai. Je m'en rappelle plus, mais c'est un truc horrible. C'est clair, ouais. Il y a un award, je sais plus si c'est du PWI ou du Wrestling Observer sur la pire tactique de promotion d'une fédé de catch. Ils font un prix comme ça chaque année. Ouais. Si vous avez le temps, allez un peu consulter les archives, il y a du très très mauvais. On le poste en plus sur le forum, généralement, je crois, de mémoire, avec les meilleurs shows, les meilleurs events, les meilleurs worst tactical aussi, best tactical, machin, là, où Daniel Bryan, il en avait eu pas mal, et puis... Ouais, c'est le Wrestling Observer.
Hop, c'est le PWI, c'est généralement pour top catcher et puis ça s'arrête là. Enfin, on va passer maintenant aux notes de ressenti, d'appréciation du pay-per-view dans sa globalité. Donc, Shaw, tu partirais sur combien? Un petit, je sais pas, allez, disons 14 ou 15, parce que le début était vraiment moyen, sans être mauvais, c'était moyen, mais la fin, j'ai vraiment kiffé. Allez, 15. Optimisme. Attends, Ambrosia? 13. Et moi 14, voilà, comme ça on fait une moyenne pile poil, donc 14 d'appréciation entre nous trois. Un fois. Bon bah en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Ne ratez pas les prochains podcasts, je sais pas s'il y aura TLC, si on trouve du monde on en fait un. Derrière Wrestler Awards et plus mauvais catcher awards, c'est une surprise pour le nom qu'on a trouvé en backstage pour ces awards des pires. Et puis derrière, il y aura aussi Wrestle Kingdom 13 avec la participation de Showtime, j'en suis sûr et certain, bien évidemment. Grand amateur de NJPW qu'il est. Ouh. On compte sur ta présence, Show. Mais il y a du très très bon. Les Super Juniors, comparer ça à 205 Live, c'est quand même un monde de différence. Enfin bref. Ah ben là je peux pas te contredire quand même. Ouais, si on veut, hein, Will Ospreay, enfin, si tu me dis que Will Ospreay c'est mieux que Mustafa Ali, ouais. Ok, ouais. Ok. Chaud, ouais, tu niveau, me déçois, mais bon, après, ou meilleur que Buddy Murphy, bon, bah, chaud, hein, écoute. Je t'invite à revoir des matchs de Will Ospreay. En tout cas, celui qui part c'est du postulat qu'Enzo Amore est meilleur que Mustafa Ali, donc Ouais. voilà. Oui. Il y a certes Enfin, quelques bref. bons catcheurs Willow is the best, voilà. dans la division Cruiserweight, mais Will Ospreay n'en fait pas partie. Non, le meilleur c'est Cheeseburger. Non. Il est iconique. Bon bah Non, allez, les iconiques, elles sont australiennes, tu comprends rien. Ouais. Bon bah sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous nous avez écoutés jusque-là, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum comme d'habitude, à venir participer. On a plein de choses en ce moment d'actualité, les notes des pay-per-view, les stats cage match, les concours de popularité, les divers blabla, les discussions, enfin plein de choses, des jeux, plein. On s'ennuie jamais sur le fofo. Donc c'est une raison de plus pour venir s'inscrire. Et donc sur ce, bah merci à tous de nous avoir écoutés, puis bah bye, à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao. Ciao.